Il est 13h10 sur LCI. Il y a à 400 km au-dessus de nos têtes deux astronautes en PLS, une façon un peu familière de vous dire que deux Américains travaillent en ce moment à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Ils avaient l'intention de rentrer un peu plus tôt que prévu, mais ils ne le pourront pas visiblement. Ils devraient rester 6 mois supplémentaires. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, on va poser la question à Amal Laoui, qui nous a rejoint sur ce plateau. Rebonjour. Qu'est-ce qui se passe là tout là-haut, Amal? Eh bien, il s'appelle déjà Butch Wilmore, 61 ans, et Sonny Williams, 58 ans, et ont embarqué le 5 juin à bord du vaisseau Starliner de Boeing pour passer 8 jours seulement dans l'espace. 2 mois plus tard, ces deux astronautes de la NASA sont toujours dans la Station spatiale internationale à cause d'une défaillance matérielle sur la navette. Le lanceur de Boeing Starliner, qui les a envoyés en orbite début juin, ne peut pour l'instant pas les ramener sur Terre en toute sécurité. Un blocage qui, vous allez le voir, n'a pas l'air de les inquiéter. Écoutez. Nous nous sommes beaucoup entraînés. J'ai un très bon pressentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème. Mais comme l'a dit Butch, nous apprenons maintenant à optimiser notre situation et à nous assurer que nous savons tout ce qu'il faut faire. J'ai confiance. Butch a confiance. Nous sommes ici sur la station spatiale avec notre havre de paix, qu'est le Starliner. Alors, il faut dire que cette mission avait mal commencé. Le vol a été reporté à 2 reprises. Première annulation en mai à cause d'une fuite d'hélium. Donc, le départ est repoussé au 1er juin. Sauf que 4 minutes avant le lancement, eh bien, un ordinateur s'arrête, ce qui empêche le vol. Les deux astronautes sont donc finalement partis le 5 juin. Puis, nouvelle péripétie. Cette fois-ci, pendant le vol d'approche de l'ISS, les fuites d'hélium ont continué. Ce n'est pas tout, puisque 5 des 28 propulseurs du Starliner se sont arrêtés pendant le vol. Boeing dit en avoir réparé 4, neutralisé un et minimiser les problèmes. Mais pour des questions de sécurité, eh bien, Boeing a décidé d'effectuer des tests avec la NASA sur Terre et aussi dans l'espace et donc de reporter le retour des astronautes. Boeing qui étudie désormais la possibilité de laisser Starliner repartir vide vers la Terre et de ramener les deux astronautes dans un vaisseau de SpaceX. C'est donc Elon Musk et sa société SpaceX qui pourraient venir à leur rescousse, mais pas avant février 2025. En tout cas, la décision finale, elle sera prise mi-août. Ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que c'est une nouvelle déconvenue pour Boeing, déjà dans le collimateur des autorités américaines pour ces défaillances. On se souvient tous des problèmes techniques des avions de Boeing en plein vol ces derniers mois. Merci Amal Laoui pour toutes ces explications. On va essayer de sortir notre longue vue avec Vincent Heidelberg, qui est vidéaste et auteur. Il connaît l'histoire spatiale comme le fond de sa poche. Bonjour à vous, Vincent. On voit d'ailleurs à l'écran de nombreuses petites fusées et de nombreux patchs, hein. On sent que vous aimez l'espace et que vous connaissez bien la galaxie comme votre poche. Je vous le disais, d'abord, première question, mais extrêmement simple, Vincent, mais ça arrive souvent, ce genre de déconvenue à 400 km au-dessus de nos têtes? Ah oui, ça arrive beaucoup. On se souvient ces dernières années de quelques soucis qu'on avait eus sur les vaisseaux russes Soyouz, avec certaines fuites où on avait eu là aussi besoin de prévoir des situations de secours. Alors pas des situations d'urgence absolue, ça n'a jamais été vraiment le cas au niveau de l'ISS, mais plus essayer de trouver des plans B quand on a eu des fuites comme ça. Après, il faut se rappeler quand même que le Boeing Starliner, c'est son premier vol habité avec des astronautes à bord. Et donc forcément, comme tout premier vol, eh ben, on a quelques déconvenus. Comment est-ce qu'on peut expliquer, quand même, ce genre de déconvenus? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, en question. On l'avait vu avec Amal Laoui, on parle de fusées propulseurs qui ne fonctionnent pas, de panne informatique. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prévoir, en fait, ce genre de choses ou d'avaries? Il faut expérimenter pour savoir. Bah, en fait, il faut rappeler évidemment aux téléspectateurs que tout vaisseau spatial est d'une complexité absolue. On n'imagine pas à quel point. Évidemment, forcément, quand il y a des astronautes à bord, c'est encore pire parce que évidemment, on se soucie de leur Oui. sécurité et donc on prévoit énormément de redondance. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le Starliner a 28 propulseurs, hein. C'est bien qu'il y a de la redondance derrière. Et en fait, le problème, c'est que avec ces redondances, on fait vraiment très attention et on prévoit les solutions de secours même quand il n'y a pas vraiment de situation d'urgence. Si vous me laissez peut-être un petit peu de temps, je peux peut-être expliquer une petite remise en contexte avec la navette spatiale, qui était un véhicule encore plus complexe. La navette spatiale, il y avait une redondance par trois. C'est ce que fait la NASA en général, c'est-à-dire que vous avez un système, et ben, ce système, pour être sûr qu'il ne va pas lâcher pendant le vol, et ben, on le réplique trois fois. Et en fait, la NASA refusait de lancer une navette spatiale si
l'un des trois ne marchait pas au lancement. Même si il y avait une redondance de deux, ça ne Mhm. suffisait pas pour lancer le vol. C'est vous dire à quel point on s'attache à la sécurité et que forcément, dès qu'il y a des ennuis comme cette fuite d'hélium là actuellement, et ces problèmes de propulseur, on a quand même un peu de redondance, ce qui fait que là actuellement le Starliner pourrait ramener les astronautes, hein, ça a été dit hier en conférence de presse, il pourrait ramener les astronautes, mais on essaye de voir quand même ce qu'on pourrait faire si jamais. Mais justement, vous me tendez la perche. J'ai envie de vous poser une question extrêmement concrète, Vincent. Mais qu'est-ce qui se passerait si dans ces conditions-là, encore une fois, ce Starliner de Boeing ramenait ses astronautes avec autant d'avaries et de difficultés, ils pourraient ne pas atterrir, se cracher. Qu'est-ce qui se passerait, quoi? Oh non, non, non. En fait, c'est pas tellement la partie de la rentrée dans l'atmosphère qui pose problème. Ce qui a été expliqué clairement en conférence de presse hier, c'est plus la partie ce qu'on appelle la désorbitation, c'est-à-dire de passer d'un vaisseau en orbite à un vaisseau qui est en trajectoire pour revenir sur Terre. Là, le vaisseau a besoin de ralentir et donc d'allumer ses propulseurs, et c'est là que il peut y avoir un problème. Eux, ils parlent beaucoup de problèmes de température et de surpression qui pourraient faire que les propulseurs ne fonctionnent plus. Ce qui ferait que bon, on aurait vraiment une situation. Là, on parle de vraiment une hypothèse vraiment rare, Ouais. hein, mais qui pourrait faire en sorte que, enfin, qui pourrait malheureusement causer le fait que les astronautes ne pourraient pas faire cette poussée qui les ramène sur Terre et donc ils resteraient en orbite. Mais là, vraiment, on est dans le cas le plus extrême, hein. Elsa Vidal, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il est intervenu dans ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Mais là, à nouveau, le sauveur, en l'occurrence, ce pourrait être Elon Musk et ses fameuses fusées Oui. SpaceX. Dans un contexte et avec de tels enjeux, c'est pas dangereux de confier de telles responsabilités à un tel homme? Ah bah, pour les Européens ou les Français, c'est surprenant parce que nous, on mise sur le public pour la conquête spatiale et l'exploration. Mais la NASA a fait le choix il y a déjà plusieurs années de partiellement contracter avec SpaceX pour que SpaceX fournisse des lanceurs et des vecteurs. Donc, dans le contexte américain, qui n'est pas du tout le même que, encore une fois, en Europe, c'est complètement inscrit que l'initiative privée peut trouver sa place, même dans des projets aussi significatifs que ceux de l'exploration spatiale, quand bien même les spectateurs français peuvent trouver ça surprenant. Et Musk joue un rôle essentiel de plan B, en fait, dans cette Oui. histoire, sans lesquels, à l'heure actuelle, les astronautes ne pourraient pas revenir sur Terre. Alors, Vincent Heidelberg, vous le disiez, hein, pour le moment, la NASA, elle n'a pas forcément approuvé le plan B, comme dit Elsa Vidal, le plan Elon Musk. Donc, l'idée, c'est encore peut-être à ce stade où on se parle de faire entrer ces deux fameux astronautes dans un horizon de 6 mois, hein, tout de même, avec le Starliner de Boeing. Mais qu'est-ce qui bloque, à votre avis? C'est quoi? Ça serait d'accroître la dépendance à un autre opérateur privé, SpaceX? Non, alors en fait, en ce qui concerne le plan de revenir avec le Starliner, ça reste pour le moment, le plan principal. On saura dans quelques jours si le retour se fera en Starliner ou pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan A, en gros, c'est on ramène le Starliner avec ses astronautes d'ici la fin août, en fait, avant septembre. Sinon, on envoie la capsule de SpaceX qui devait déjà partir, en fait, hein. Il y avait déjà un nouvel équipage qui devait partir sur l'ISS via une capsule SpaceX qui s'appelle Crew 9. Et en fait, ce plan-là, à la base, il devait partir à 4, et ben, il partirait finalement à 2 pour réserver 2 sièges pour ramener Butch Wilmore et Sonny Williams. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Butch et Sonny devraient attendre donc la fin de la mission de ces astronautes qui partiraient les voir en septembre. Et donc ça les ramènerait en février 2025. Mais s'ils reviennent en Starliner, ils reviendront bien plus tôt que ça, d'ici la fin de l'été là. Mais Vincent, très honnêtement, en fait, vous nous parlez en fait d'une hypothèse qui les verrait en fait rester encore 6 mois dans l'espace. Alors la vue est extraordinaire sur la planète Terre, mais comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'on le vit quand on est astronaute et qu'on vous dit non, vous n'allez pas rentrer la semaine prochaine, mais ça sera dans 6 mois? Oh bah vous savez, en fait, c'est ça qui est intéressant avec la NASA, c'est que quand ils font des vols d'essai, en général, ils mettent des personnes très expérimentées qui ont l'habitude pardon, des vols longs. Et Butch Wilmore et Sonny Williams ont fait déjà énormément de vols spatiaux. C'est pour ça qu'ils sont, entre guillemets, d'un certain âge. Et en fait, c'est tout l'intérêt, en fait, c'est qu'ils sont habitués à la Station spatiale internationale. On les avait déjà entraînés à faire des sorties spatiales, à réparer des choses sur la station, à mener des expériences. Donc en fait, même si à la base ils devaient revenir le 15 mai, ils peuvent quand même dérouler tout un programme
qui n'avaient pas été évidemment prévus à la base, mais qui sont tout à fait capables de faire. Et entre nous, Butch Wilmore et Sunita Williams, c'est des astronautes vraiment respectés, vraiment expérimentés. Et clairement, ils ne seraient pas partis, excusez-moi, sur des vols de test si ils s'attendaient à revenir très très vite parce que ils ont l'anniversaire du fils. Général, ouais, effectivement, il y a toujours des enjeux familiaux dans ces moments-là, mais ce sont deux astronautes extrêmement expérimentés. Alors, ce qui est hyper intéressant, Général François Chauvency, c'est que cette station internationale dont on parle, c'est quand même un lieu de cohabitation entre qui? Entre les Russes et les Américains. Si j'ai bien compris, il y a donc ce fameux vaisseau retour Starliner qui a quelques difficultés, et il y a un autre SAS qui est occupé par un autre vaisseau qui est Soyouz. Est-ce qu'on imagine les Russes, en fait, désarmer, faire un tel cadeau aux Américains dans le contexte qu'on connaît en ce moment, un peu plus bas en Ukraine? Ne Alors, sait-on jamais, dans le cas de je dirais, la solidarité spatiale, rien ne peut être évacué comme cela. D'un autre côté, rappelons-nous quand même que la Russie s'est retirée du programme depuis maintenant l'été 2022, qu'elle a décidé aussi de créer sa propre station. À terme, c'est pas près d'arriver, me semble-t-il, que la partie russe comprend environ 25% de la station internationale, donc effectivement, il y a cela. Maintenant, moi je dirais non, la dimension russe dans l'extrême, oui, elle pourrait donner un coup de main, mais je ne suis même pas certain que la capsule soit en état, parce que finalement, elle n'est pas entretenue tant que ça. Donc maintenant, je ne suis pas un technicien du domaine. En revanche, il est certain que ce qui est intéressant, et je vais peut-être rebondir sur un autre angle, Ouais. c'est de voir la concurrence entre SpaceX et Boeing. Soulignons quand même que Boeing a quelques soucis, pas Ouais, c'est uniquement ça, dans hein. l'espace, et que la crédibilité de cette grande société aéronautique se pose. Alors bien sûr, ce qui a été fait, l'envoi de ces deux astronautes, était un essai. C'est un véhicule d'essai qui est envoyé pour le tester. Voilà. Bon, maintenant, il y a des problèmes. À la limite, je dirais que, et ce qui a été dit par votre intervenant, votre expert, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de... les aléas, je dirais, d'un test sont normaux. Voilà. Il faut les accepter tant qu'il n'y a pas de mort d'homme. Voilà. Donc, effectivement, là, il y a un retournement de situation, il y a un problème, il va être résolu plus ou moins bien. Effectivement, la condition, le risque, c'est que ces astronautes restent quelques mois de plus. Et quand on n'est pas prêt psychologiquement à rester 4 mois de plus d'un seul coup brutalement, ça peut poser problème. Mais d'un autre côté, c'est effectivement des gens expérimentés qui sont formés pour. Ils savent que les aléas dans le spatial existent et que les enjeux sont énormes. Donc voilà, moi, je ne serais pas inquiet. Mais en revenir pour votre question sur les Russes, je reviendrai, je dirais simplement une chose. S'il y avait un cas extrême, et que si les conditions techniques sont réunies, je ne vois pas pourquoi les Russes ne profiteraient pas de l'opportunité, aussi bien au titre de la solidarité entre spationautes que le signe médiatique que cela aurait, donner un coup de main aux Américains. Mais je pense que les Américains ne le demanderont pas tout de suite. Hein. Elsa Vidal. Oui, je m'aligne complètement sur cette position au sens où pour les Russes, ce serait extrêmement valorisant que les États-Unis aient besoin des cargos Soyouz pour ramener leurs astronautes. Ça permettrait d'ailleurs très opportunément de cacher que le programme spatial russe traverse de très grosses difficultés qui ont amené à limoger finalement celui qui en était responsable, Dmitri Rogozin, et à le remplacer par un homme du ministère de la Défense. Et sous la dernière direction, Rogozin, qui est un fervent nationaliste, qui est même allé combattre en Ukraine, qui est un des durs du régime de longue date. Sous sa gouvernance, donc, l'apparition des nouveaux porteurs russes que sont Angara et Yenisei a connu des fiascos assez retentissants qui ont expliqué qu'on le pousse gentiment vers la sortie. La question de la station spatiale Ross est aussi au point mort. La Russie consacre tellement d'argent à la guerre en Ukraine et elle ne peut pas faire autrement que pour le moment, les projets spatiaux sont bloqués. Néanmoins, effectivement, une coopération dans l'espace serait véritablement un très beau cadeau pour la Russie, puisque l'espace, c'est le lieu où finalement, tous les antagonismes politiques, même entre l'URSS et les États-Unis, ont pu dépasser. On a créé un statut spécial pour les astronautes. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont au courant, mais en fait, ils sont réputés travailler pour l'humanité. Ils ne peuvent pas être faits prisonniers de guerre, etc. On leur doit assistance. Toutes les nations doivent assistance à tous les spationautes, ce qui est assez incroyable. Et la coopération remonte à très longtemps. Il y a eu un vol Soyouz Apollo en 1975. Donc il y a quand même de quoi garder l'espace
comme légende de la coopération et de l'humanité dépassant ces dissensions. Les astronautes quand il s'agit d'Américains, je l'ai appris aujourd'hui, les cosmonautes quand Oui, il s'agit de oui. Russes et les spationautes, Spationautes Vincent Heidelberg, quand il s'agit de français. Français. Vous abondez sur ce qui est dit sur ce plateau. Il y a un espace de collégialité dans l'espace précisément et notamment entre Russes et Américains. Ah oui, oui, absolument. Pas que entre Russes et Américains, puisque la Station spatiale internationale, c'est aussi des Japonais, c'est aussi des Européens, on le sait bien, des Canadiens, donc forcément, et maintenant des touristes aussi, hein. Il y a le tourisme spatial qui s'est vachement développé ces dernières années. Donc oui, j'abonde totalement avec ce qu'a dit Elsa Vidal sur le plateau. On a une coopération qui est totale au niveau, enfin, entre les astronautes en général, entre les agences. Bon, elle l'a rappelé, c'est un peu tendu ces dernières années pour des raisons absolument évidentes. En revanche, j'aimerais quand même juste souligner quelque chose qui a été dit hier en conférence de presse de la NASA. Ils ont bien dit que de toute façon, actuellement, les astronautes Butch Wilmore et Sonny Williams peuvent rentrer sur Terre à tout moment actuellement. C'est-à-dire que s'il y avait une urgence, imaginons il y a le feu à bord, il faut évacuer, il faut rentrer sur Terre tout de suite maintenant, eh bien la NASA leur dirait montez dans le Starliner, c'est la meilleure chance possible. Aussi, une dernière chose sur la coopération américano-russe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Soyouz ne fonctionne pas exactement comme les vaisseaux américains. Les ports d'amarrage ne sont pas les mêmes sur la Station spatiale internationale. Les combinaisons ne sont pas compatibles. Donc forcément, ce serait aussi beaucoup plus complexe d'organiser un retour sur Soyouz parce que il faudrait amener les combinaisons pour Butch et Sonny parce que pour des raisons de sécurité évidentes, en fait, ils doivent rentrer. Bon, tout cela fait évidemment rêver d'une certaine manière parce qu'on parle d'événements qui se déroulent à 400 km au-dessus de nos têtes. Merci infiniment Vincent Heidelberg pour tous vos éclairages. Ça donne envie, hein, vos petites fusées, vos patchs derrière vous. On a envie de faire un tour chez vous pour rêver un peu. Vous restez avec nous, pardonnez-moi, sur LCI. On va reprendre la direction de la frontière russo-ukrainienne.